Bonjour, je suis Francis Berthelot et je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode 4 de Carré Dice, le podcast qui vous invite à changer d'esprit pour donner du sens à la personne et à l'existence. Je vous invite à vivre une nouvelle relation avec le changement en le générant activement, personnellement dans votre vie. Carré Dice est un podcast qui traite de développement personnel, mais plus que cela, de la connaissance de soi. Alors, dans ce 4e épisode, je vais vous parler du système scolaire et pourquoi le système scolaire ne prépare pas nos élèves, nos jeunes au succès. Et vous comprendrez à la fin de l'épisode que cela est en étroite relation avec le développement personnel. Donc pour faire ce podcast, je me suis appuyé sur mon vécu, des constats issus de discussions et d'échanges avec des dizaines d'adolescents, certains professeurs et directeurs d'école, et sur de nombreuses ressources, notamment les données des enquêtes PISA, établies par l'OCDE, qui mesure les performances de différents pays en matière d'éducation des élèves à l'entrée au lycée. Il apparaît ainsi, clairement, que beaucoup de choses se jouent dès l'école primaire et le collège. Et ça, donc je me base sur les faits, je ne me parle pas que pour le plaisir de faire un podcast. Et ça, je le sais, parce que j'ai passé ma jeunesse à être un enfant et un ado. Je suis passé par tout ce que je vais vous dire ici et maintenant. C'est donc un sujet qui me tient très à cœur et pour lequel je suis en train de finaliser une formation sur l'estime de soi pour les adolescents de 11 à 17 ans qui sera disponible dans le courant du premier semestre 2020. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en dire plus, de vous en informer dans les prochains podcasts. Vous ne serez donc pas surpris ou surprise si mon discours est quelque peu engagé. Et si vous trouvez le podcast intéressant, pertinent, instructif, n'hésitez pas à le faire écouter à un ou à une ado pour qui vous pensez que cela pourrait lui être utile. Et si vous n'aimez pas, si vous trouvez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me le dire, tout en restant correct. Je compte sur vous, car ce qui fait avancer, c'est l'échange, et ce ne sont pas des propos insultants ou coléreux. Et s'il y a également des instituteurs, institutrices, professeurs ou autres membres de l'éducation nationale qui écoutent cet épisode, je tiens à leur préciser que je ne fais pas une critique à charge. Je n'ai rien contre vous et je sais que vous faites ce que vous pouvez, vous faites de votre mieux avec les moyens qui sont mis à votre disposition. Cependant, il faut quand même reconnaître qu'il y a un changement qui doit être opéré pour le bien-être sociétal de toutes et de tous. Donc on est parti. Et donc depuis des années, on entend parler du décrochage scolaire pour lequel la France, selon l'OCDE, serait la championne d'Europe en rapport au budget alloué. En effet, chaque année, 100 000 jeunes sortent du système scolaire prématurément. Sans diplôme, leurs chances d'insertion sociale et professionnelle sont divisées par 4. Mais la crise du décrochage scolaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle ne prend pas en compte tous ces enfants qui vont à l'école, mais qui en sont complètement détachés, qui ne s'y sentent pas bien et n'en tirent aucun bénéfice. Et l'une des raisons, c'est que notre système se tire une balle dans le pied en réduisant considérablement son effort financier depuis une vingtaine d'années de presque 23 milliards d'euros. Et oui, vous avez bien entendu, entre 1996 et 2016, le budget de l'éducation nationale a baissé de 23 milliards d'euros. Avec cet argent, je pense qu'on pourrait augmenter de 50% les moyens du primaire et du secondaire. Et on voit également tous les ans, à chaque rentrée scolaire et avant les périodes d'examen, des réformes ou changements de dispositifs d'enseignement. Chaque année, des dizaines d'initiatives tentent d'améliorer l'éducation. Et là, je vais prendre un exemple très récent, qui était en début d'année, sur l'introduction des E3C, donc ces épreuves communes de contrôle continu pour le baccalauréat, qui ont fait nombre de débats et polémiques au sein de l'éducation nationale et des associations de parents d'élèves. Car même les élèves eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi, ils n'étaient pas préparés. On imposait donc ce test, cet examen, et les professeurs et les élèves n'étaient même pas préparés. Donc le problème, c'est qu'apparemment, et là je dresse un constat, tout va dans la mauvaise direction. On peut mettre des rustines à chaque crevaison, mais à un moment donné, quand tu as plus de rustines que de chambres à air, je pense qu'il y a un problème et il faudrait peut-être voir à changer le pneu et la chambre à air.
Sinon, tu roules sur la jante et tu vas pas avancer très vite. Et à un moment donné, il va même falloir t'arrêter. Donc, pourquoi ? Le fait, c'est que l'éducation n'est pas un système mécanique. On n'est pas à la chaîne où on doit sortir X composants électroniques à l'heure. C'est un système humain avec des êtres sensibles faits de chair et de sang. Les êtres humains sont naturellement différents et divers. Nous sommes toutes et tous différents et par conséquent uniques. Et ça, vous m'entendrez vous le dire très régulièrement. Donc, il y a des enfants, il y a des jeunes qui vont à l'école et qui veulent apprendre, et il y en a d'autres qui ne veulent tout simplement pas apprendre. Chaque élève qui quitte le cursus scolaire, c'est la conséquence d'une histoire individuelle qui lui est propre. Il peut trouver l'école soit ennuyeuse, soit insignifiante, soit en complet décalage avec sa vie personnelle. Notre modèle actuel d'éducation est non seulement dépassé, mais il n'est pas efficace également. Dans un monde où l'accès au savoir et à l'information est omniprésent, la valeur de la mémorisation d'informations pour les régurgiter, la réussite de tests, de brevets ou examens, et l'obtention de bonnes notes devient rapidement beaucoup moins utile. L'éducation se focalise sur l'évaluation avec des tests standardisés. On est en train de se diriger vers un modèle, un monde dans lequel les enfants qui grandissent, aujourd'hui, auront probablement 5 emplois différents, voire plus dans leur vie. Mais le modèle actuel d'éducation les prépare à un avenir qui n'existe pas. Si le but de l'éducation est de nous transformer en adultes pleinement fonctionnels, heureux et en bonne santé, il échoue à de nombreux niveaux. L'éducation n'est pas basée sur la diversité, mais sur la conformité. Elle encourage à apprendre au travers d'une vision très réductrice, en focalisant sur les disciplines scientifiques. Elles sont importantes et nécessaires, mais pour autant pas suffisantes. Pourtant, les enfants s'épanouissent davantage avec un programme qui glorifie leurs talents et pas seulement une partie d'entre eux. Moi, pendant toute ma scolarité, je n'ai jamais fait partie des premiers de la classe, excepté en sciences humaines ou en langue étrangère, comme en anglais, où là je faisais un carton parce que je l'ai appris très, très, très jeune, et en espagnol parce que je vivais et je suis né pas loin de la frontière espagnole. Mais pour autant, j'ai quitté l'école à l'âge de 17 ans, dans le début des années 80, il y a déjà quelques années, et j'ai jamais regardé en arrière. J'ai été un décrocheur. Je n'avais rien à faire dans un système qui, pour moi, était conçu pour me laminer, qui ne me motivait pas, bien au contraire, et au sein duquel je ne me sentais pas bien, comme un intrus. Un système qui me fermait la porte d'être prof d'anglais parce que je n'étais pas bon en maths. Vous avez bien entendu, chercher l'erreur, mais c'est pourtant la réponse qu'on m'a donnée. Je ne pouvais pas faire ce cursus pour faire prof d'anglais parce que mon niveau de mathématiques n'était pas assez bon. Et là, on voit bien que rien n'a évalué en presque 40 ans par rapport à mes propos d'il y a quelques instants, où l'éducation, encore aujourd'hui, focalise sur les disciplines scientifiques. Et je pensais, en grandissant, que ça me ferait du mal, me causerait du tort, tant dans ma vie personnelle que dans ma carrière professionnelle. J'avais peur de pas pouvoir être employable parce que je n'aurais pas le niveau ou les capacités qu'on attendait de moi ou que la société attendait de moi. J'avais du mal à me projeter et à me voir un avenir serein et pérenne. Et à cette époque, certaines personnes m'ont dit que je regretterais. Je ne l'ai jamais fait et si c'était à refaire, croyez-moi, je le referais et je prendrais même une autre direction encore plus aventurière et hors de France. Si vous êtes adulte, aviez-vous les mêmes craintes ? Ou si vous êtes un ado qui m'écoutez, avez-vous les mêmes craintes ? Et là, je vais vous proposer de faire une recherche sur Google en tapant « personnes qui ont réussi et qui n'étaient pas bonnes à l'école ». Vous allez être surpris de voir des hommes et des femmes entrepreneurs et artistes célèbres, ainsi que des candidats à la présidence, voire même des présidents élus. Parce que la réalité, c'est que les notes ne sont pas si importantes. Savez-vous ce qu'ont en commun Bill Gates, Steve Jobs, Thomas Jefferson, James Cameron, Walt Disney, Blaise Pascal, Pierre Curie, Marguerite Yourcenar, Jean d'Ormesson, Rosa Parks, Thomas Edison, Konrad Adenauer, Agatha Christie, Orson Welles, la reine Elisabeth II d'Angleterre ou encore les sœurs Williams. Toutes ces personnalités illustres n'étaient pas scolarisées de manière classique et ont tout appris en étant non scolarisées. En fait, elles ont fait de l'instruction en famille, de l'école à la maison. Elles ont suivi des cours par des précepteurs ou encore des cours par correspondance ou en unschooling. C'est-à-dire que là, les enfants ne sont pas du tout scolarisés et apprennent comme ils le souhaitent. C'est un mode éducatif basé sur la liberté et le désir d'apprendre. Et je ne vous parle
Même pas de celles et ceux qui ont quitté l'école très jeunes, comme moi, tels que Michel Drucker, Vanessa Paradis, Nicole Kidman, Albert Einstein, Winston Churchill, Jean-Paul Gaultier, Mika, Johnny Depp, Lily Allen et tant d'autres. Mais retenez surtout ceci. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tout n'est pas perdu. Maintenant, il faut être clair. Si vous êtes un adolescent qui écoutez cet épisode, je ne vous dis pas d'aller à l'école ou de crier sur vos parents en disant de toute façon, ouais, c'est pas fait pour moi, je suis pas bon ou ça m'intéresse pas, voilà. N'abandonnez pas parce que d'autres avant vous l'ont fait et ont réussi. Bien que je n'aime pas beaucoup de choses sur le système scolaire, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est cassé pour tout le monde. Le système scolaire fonctionne plutôt bien pour 70 à 75% des élèves. C'est lorsque on est à la traîne, ou on est un cas particulier ou issu d'une certaine classe sociale que cela cesse de fonctionner. Car le système éducatif français a été conçu pour trier et pour sélectionner les meilleurs, ce qu'il fait très bien d'ailleurs. Donc l'école, l'éducation a une mission, faire apprendre. L'éducation, c'est l'apprentissage. Et là, je vous renvoie à l'épisode 1 de ce podcast, Carré Dice, qui parle de l'esprit du débutant, et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Notre système scolaire, moderne donc, et vous vous doutez bien que je mets des guillemets à moderne, ne comprend ni ne définit l'apprentissage. Pardon. Pour moi, l'école, c'est un endroit où les élèves sucent une tétine d'informations au lieu d'apprendre à se nourrir. C'est un système de livraison, sur plateau. Mais si quelque chose est devenu évident pour moi, c'est qu'il existe de nombreuses compétences de vie que nous aurions dû apprendre à l'école, mais que nous n'avons jamais acquises et que nous devrions apprendre aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point j'aurais abordé mes études, ma carrière et mes relations en sachant ce que je sais maintenant. Alors vous pourriez certainement trouver quelques exemples où ces compétences sont enseignées à l'école, où une certaine sagesse est transmise par un enseignant particulièrement ouvert et qui a tout compris, en conseillant, en stimulant, en encourageant ou en inspirant. Mais malheureusement, vous constaterez qu'on passe trop de temps à parler d'éducation sans jamais s'occuper de l'apprentissage. Alors, comment redonner le goût d'apprendre ? La question fondamentale, et qui pourtant reste souvent implicite, est celle des objectifs de l'enseignement, de l'éducation. Quels sont-ils ? Voici donc pour moi 5 thèmes qui doivent être enseignés et développés à l'école, et ce, dès le plus jeune âge. Le premier thème, c'est la psychologie et les intelligences multiples. L'importance de gérer notre psychologie est essentielle pour naviguer dans ce que l'un de mes mentors a qualifié de monde en constante diminution. Nous devons faire face à des hauts et des bas, choisir de ne pas lier notre estime de soi à des événements et à des circonstances extérieures. Et au milieu de tout ça, il faut aussi se manifester d'une manière ou d'une autre dans le monde en montrant qu'on est un être humain pleinement réussi, pleinement fonctionnel et pas complètement foiré. Donc, pour résumer, avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Dans les intelligences multiples, on pourrait incorporer l'enseignement de l'intelligence logico-mathématique, celle qui correspond à la résolution de problèmes par une démarche rationnelle. On pourrait intégrer l'intelligence spatiale, qui renvoie à la capacité de s'orienter dans l'espace, la lecture de cartes sans orientation. L'intelligence interpersonnelle, qui renvoie à la capacité de comprendre autrui, de communiquer avec lui et de gérer nos interactions sociales. Capacité très importante dans la vie sociale et professionnelle. L'intelligence intrapersonnelle, qui est l'aptitude à la connaissance introspective de soi, la vraie connaissance de qui nous sommes réellement, vraiment au fond de nous. Or, tout en étant largement ignorées par l'enseignement, elles ont souvent une importance cruciale dans la vie active, dans la compréhension de soi et des autres. La capacité à communiquer et à interagir avec autrui sont essentielles dans la vie professionnelle et comme elles ne sont pas clairement identifiées et transmises par le système scolaire, elles font souvent cruellement défaut au moment de l'entrée dans la vie active, d'où ce fossé souvent ressenti entre l'univers scolaire et l'univers social. Nous ne passons presque pas de temps à enseigner aux gens comment gérer la relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes, alors même que c'est la relation la plus importante qu'ils auront de toute leur vie. Car savez-vous quelle est la personne à qui nous parlons le plus au cours de notre vie entière ? Eh oui, je vous ai entendu le dire, ou le fredonner, le murmurer. Eh oui, c'est nous. C'est à nous que nous parlons le plus dans notre vie.
Deuxième thème, les facultés d'adaptation. Acceptez l'idée que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Parce que c'est ça la vie. Elle ne se déroule rarement comme prévu. Alors que généralement on lutte contre l'échec. Parce que c'est ce que vous et moi avons appris pendant la majeure partie de notre vie. La compétence la plus importante à acquérir dans la vie, et en particulier au XXIe siècle, c'est de devenir adaptable. Et c'est ainsi que la race humaine a survécu et prospéré, et vous, chers auditeurs, chères auditrices, ne faites pas exception. Savoir s'adapter est une qualité essentielle dans notre monde en évolution constante. Évoluer, changer, s'ajuster, se remettre en question, c'est autant de savoir-être qui nous sont utiles, qui sont autant utiles que nos compétences et notre savoir-faire. Parce qu'il faut être capable de jongler entre différents métiers dans des environnements variés, à des rythmes de plus en plus effrénés, tout en gardant un équilibre entre nos vies privées et nos vies professionnelles. Deux cercles qui, très souvent, s'entremêlent, se recoupent. Et ça, les patrons demandent ça, la société demande ça. Alors, comment devient-on plus adaptable? Alors, je pense qu'on pourrait écrire un livre entier sur le sujet, mais ma réponse courte, c'est en échouant, ou plutôt en expérimentant. Échouer permet de se remettre en question, d'apprendre autrement en sortant de schémas habituels, de grandir en apprenant le goût de l'effort qui est une notion complètement oubliée. Maintenant, on passe en classe supérieure même si les fondamentaux sont de moins en moins acquis. Allez-y, rouez jeunesse, c'est la fête du slip, hop, tu redoubles pas, tu continues, tu passes, même si tu sais pas tout bien comme il faut, mais c'est pas grave, vas-y, on continue. Désolé, mais après, on s'étonne du niveau bas ou du manque de niveau pour faire telle ou telle chose, et que les jeunes puissent pas accéder à certaines sphères, certaines spécificités, certaines filières. Mais là, je ne serai trop insisté sur ce point. Si vous pensez que nos compétences sont à l'épreuve du temps, je vous garantis que vous vous trompez lourdement. Malheureusement, le système scolaire ne nous aide pas à nous réinventer parce qu'il ne nous laisse pas échouer suffisamment. Yuval Noah Harari le dit très bien. L'art de la réinvention sera la compétence la plus critique de ce siècle. Et pour s'adapter, moi je pense qu'il faut prendre pleinement conscience de nos forces et de nos faiblesses, de développer notre intelligence émotionnelle et relationnelle, et on revient au premier thème. Travailler notre intelligence collective, car on s'enrichit au contact des autres et on avance beaucoup plus rapidement à plusieurs lorsque l'on sait tirer parti du meilleur de chacun et du groupe, et sortir également de sa zone de confort. Troisième thème, encourager à faire des erreurs pour mieux apprendre. Vous avez fini par détester l'échec. Cela vous met mal à l'aise. L'échec est la peur numéro 1. Vous avez peur de décevoir. Cela vous fait ressentir toutes sortes d'émotions négatives, la tristesse, la colère, la jalousie, pour n'en nommer que quelques-unes. L'échec sans apprentissage est mauvais. Lorsque vous acceptez l'échec et adoptez un état d'esprit positif, vous apprenez de ces échecs. Ce ne sont plus des échecs, ils deviennent des leçons. L'apprentissage continu, c'est la clé pour rester pertinent dans n'importe quelle situation. Transformer l'apprentissage en habitude vous rend vraiment adaptable. Et si vous n'échouez pas assez, vous deviendrez vite sans importance. Parce que le système scolaire ne vous a pas préparé au monde réel, cela ne signifie pas pour autant que vous êtes quelqu'un qui a raté, quelqu'un de pas bon. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour se perfectionner, s'adapter et se réinventer. Soyez curieux et soyez intrépide. Que peut-il vous arriver de pire en faisant ça? Le quatrième thème, le développement durable. Et là, on attaque un gros thème. Car ce sont les enjeux de demain. Ce besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux composent ainsi les enjeux du développement durable. Cependant, ils semblent parfois incompatibles avec la société de consommation dans laquelle nous vivons. Mais notre planète en dépend désormais et l'économie comme la croissance doivent être reconsidérées afin de tendre vers une société plus sobre pour relever ces enjeux. Aujourd'hui, le développement durable s'impose non seulement comme un besoin urgent, mais aussi comme une réelle opportunité qui permettrait de redessiner notre société en retrouvant des valeurs telles que la solidarité, la participation et la responsabilité.
Tout le monde est concerné et tout le monde peut réfléchir et agir pour changer les choses. C'est juste une question de volonté et de choix. Et au niveau scolaire, ces actions, ces enjeux peuvent être faites au niveau local en investissant 1 heure ou 2 heures de temps d'école par quinzaine pour participer à des activités ou à des projets. 5e thème, la créativité. Les enfants apprennent naturellement. Si vous parvenez à allumer une étincelle de curiosité chez un enfant, le plus souvent, il apprendra tout seul, sans assistance supplémentaire. L'éducation encourage nos enfants et nos enseignants à exécuter des tâches routinières plutôt que de développer le pouvoir de l'imagination et de la curiosité. Je vous le disais en début de l'épisode, l'éducation n'est pas basée sur la diversité, mais sur la conformité. La vie humaine est créative. C'est pourquoi nous avons des parcours de vie tous différents et des CV différents et parfois aux antipodes des uns des autres. Nous créons toutes et tous nos propres vies en imaginant des solutions et en trouvant des possibilités. Et l'un des rôles de l'éducation, c'est d'aider à l'éveil et au développement de notre créativité. La créativité, en classe, elle va de pair avec un apprentissage des élèves. Selon une nouvelle étude de l'Institut Gallup, qui examine l'éducation américaine, ils ont fait une étude sur les enseignants qui enseignent de la maternelle à la terminale et qui ont un enseignement qui oblige les élèves à penser de manière créative. Ces enseignants ont observé des compétences cognitives plus développées chez leurs élèves que chez les élèves d'enseignants qui ne se servent pas de la créativité. Ces compétences comprennent l'engagement dans la résolution de problèmes, de faire preuve de pensée critique, d'établir des liens entre différents sujets, d'avoir un apprentissage approfondi du sujet et de conserver ce qu'ils ont appris. La créativité en classe amène donc les élèves à être plus engagés et confiants. Plus précisément, les enseignants qui pratiquent la créativité dans l'apprentissage sont beaucoup plus susceptibles que leurs homologues qui ne le font pas de dire que leurs élèves assument souvent la responsabilité de leur propre apprentissage, ont confiance en leur capacité à maîtriser des matières difficiles, sont prêts à prendre des risques, et ça c'est super intéressant et super important, sont prêts à prendre des risques, et également affichent un fort désir d'en savoir plus sur les matières enseignées à l'école. Alors, en tant que coach de vie et coach en psychologie positive, je vous demande d'imaginer un court instant sur le long terme, 12 ans, un enfant de 5 à 17 ans, sur qui on va mettre l'impact d'enseigner la créativité. Cette créativité va participer au développement de l'imagination, va favoriser la curiosité, l'autonomie, le sens critique et lui permettre d'exprimer des jugements personnels. Autant de compétences qui vont permettre à l'enfant de se construire. Et en étudiant l'adulte, qui puise, quoi qu'il advienne dans son enfance, des recherches ont démontré que les traits caractéristiques d'une personne créative étaient entre autres l'humour, la fantaisie, la curiosité, l'autonomie, l'indépendance, la prise d'initiative, la persévérance, l'affirmation, caractère fort, et l'acceptation de soi-même. Si le développement de l'esprit créatif permet à l'enfant de se construire, de développer sa personnalité, il lui permettra, adulte, d'être actif au sein de la société. Je terminerai cet épisode 4 en faisant un parallèle imagé de notre système éducatif actuel avec la rose de Jéricho, connue aussi sous le nom de plante de la résurrection. Adaptée au milieu désertique, la rose de Jéricho possède la capacité de se passer d'eau durant plusieurs années. En effet, en se desséchant progressivement, peu à peu, la sève se retire des feuilles qui brunissent et les feuilles se replient, donnant à la plante l'aspect d'une boule. Elle entre donc en dormance et toutes ses fonctions métaboliques se réduisent au minimum. Si la sécheresse persiste, les racines peuvent lâcher et le vent emporte la plante sur de longues distances, lui permettant parfois de trouver un nouvel habitat humide, favorable, où elle pourra se réhydrater avant de reprendre racine. Placée au contact de l'eau, cette boule va s'ouvrir au bout de quelques heures et progressivement, les feuilles desséchées reprennent leur couleur verte et la rose de Jéricho reprend vie. Elle était en sommeil, juste sous ses branchages,
reposer ces graines fertiles qui n'attendaient que des conditions adéquates pour germer et redonner la vie. J'espère que l'école est une rose de Jéricho, qu'elle a toujours cette capacité lui permettant de reprendre vie en se réhydratant après une longue période de sécheresse. Voilà la fin de cet épisode numéro 4. Je vous laisse sur ces belles paroles, moi je les trouve sympas, jolies. Et comme d'habitude, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Merci d'avoir écouté cet épisode, d'être toujours fidèle à ce podcast Carré Dice. J'ai pris un immense plaisir d'être avec vous, je vous souhaite le meilleur. Continuez à travailler sur votre personnalité intérieure, sortez le meilleur de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au prochain épisode. Salut!